À Gaza, des centaines de milliers de Palestiniens toujours sous des tentes de fortune, des bâches en plastique qui ne résistent ni au vent, ni aux pluies, ni aux tempêtes de sable. Des conditions de vie désespérées, depuis quelques jours des pénuries de pain, base de l'alimentation dans l'enclave, parce que les boulangeries peinent à fonctionner faute de gaz naturel. Et puis ce chiffre a rappelé au moins 700 Palestiniens ont été tués dans des frappes israéliennes depuis octobre dernier, selon les autorités sanitaires locales. Israël contrôle toujours plus de la moitié de Gaza. Je vous propose d'écouter dans un premier temps ces témoignages et puis on fera réagir Elsa Softik, notre invitée ici en plateau. La vie est dure, hiver comme été. En hiver, le vent détruit nos tentes qui s'écroulent sur nous. Regardez, l'eau s'est infiltrée et a atteint mon bébé. Elle a tout juste 8 mois. Je l'ai trouvée trempée des pieds à la tête. Et en été, on est envahi par les puces, les moustiques et les cafards. Aujourd'hui, j'ai même trouvé des rats. Nous sommes 15 ici. Toute la nuit, la bâche s'envolait et nous tombait dessus. Nos voisins criaient « Qu'est-ce qu'on peut faire ?» On n'a nulle part où aller. Le froid nous épuise. On a faim, mais il n'y a ni nourriture ni eau ici. Et bonjour à vous Elsa Softik. Bonjour. Vous êtes adjointe à la direction des opérations pour Première Urgence Internationale. Merci d'être sur le plateau de France 24. Le 10 octobre dernier marquait l'entrée en vigueur de ce qui devait être un cessez-le-feu, donc de ce qui devait permettre le soulagement de la population à Gaza. Quand on regarde ces images qui nous parviennent quotidiennement, quand on entend ces témoignages, on se dit que finalement rien n'a changé. Oui, ou en tout cas on n'a pas la même définition du mot cessez-le-feu. Effectivement, la situation ne s'est pas grandement améliorée. Il y a tous les jours des Palestiniens et des Palestiniennes qui sont tués par l'armée israélienne. Et puis, il y a ce blocus humanitaire qui, même s'il s'est un petit peu amélioré, continue d'être fortement en vigueur. On a aussi toute une criminalisation et une politisation de l'aide humanitaire, puisque, vous le savez, les organisations présentes à Gaza, les organisations internationales présentes à Gaza, sont sous le coup d'un désenregistrement par les autorités israéliennes. Et donc, c'est un coup de plus porté aux Palestiniens, puisqu'ils ne reçoivent peu ou pas du tout d'aide dans certaines zones de Gaza. Qu'est-ce qui entre aujourd'hui? Je crois que la guerre en Iran a justement suspendu l'acheminement de l'aide humanitaire. En tout cas, Rafah, le poste frontière dans le sud, avait ouvert un certain temps. Il a dû refermer. Donc, comment est-ce qu'elle entre, cette aide humanitaire, si elle entre? Alors, elle entre vraiment au compte-gouttes. Elle avait réouvert effectivement par quelques points d'entrée et de manière extrêmement contrôlée par les autorités israéliennes. Et là, depuis le début de la guerre contre l'Iran et de la guerre au Liban, ça a réduit de 80%, ce qui était déjà une peau de chagrin. Donc on est vraiment au compte-goutte. Rafah a été une fausse ouverture, c'est-à-dire que c'était une ouverture pour l'image, pour dire que oui, on avait coché la case de la réouverture du point d'entrée de Rafah. En réalité, c'est quelques personnes qui ont pu être évacuées médicalement vers l'Égypte, quelques personnes qui sont rentrées d'évacuation médicale de l'Égypte vers Gaza, mais c'est tout. On n'a pas vu des grosses acheminements de camions, etc., qui sont rentrés par Rafah. Aujourd'hui, la situation, comme on l'a vu dans votre sujet, le prix du gaz fait que il est extrêmement difficile d'en obtenir. C'est aussi parmi les choses qui sont très contrôlés sur l'entrée, donc pas de production de pain, pas d'entrée alimentaire ou très peu. Donc on a très peur de retomber dans une situation comme à l'été dernier. Vous vous souvenez de la famine qui avait été prononcée sur Gaza. On est quand même dans une situation où la sécurité alimentaire des personnes est encore extrêmement faible et où on a la plupart des gens qui ne se nourrissent qu'une fois par jour. Donc, et une situation pour les enfants qui est particulièrement dramatique. Vous l'expliquez, c'est quoi l'objectif d'Israël que d'empêcher l'acheminement de l'aide humanitaire pour une population aujourd'hui désespérée? Il suffit de regarder ces images. Oui, comment je me l'explique? Je pense qu'ils ne se cachent pas de leur entreprise coloniale et génocidaire à Gaza. Malheureusement, c'est une façon de continuer d'exterminer la population palestinienne à petit feu, avec en plus l'humiliation permanente. C'est-à-dire que le cessez-le-feu, ça apporte de l'espoir, puis en fait, il se passe rien. Et donc, du coup, on croit que ça va bien se passer, on croit que les points d'entrée vont réouvrir, on croit que l'aide humanitaire va passer, et puis ça ne passe pas. Donc je pense que la situation de Gaza n'est surtout pas décorrélée de la situation de la Cisjordanie. Je pense qu'il faut vraiment considérer le territoire palestinien dans son entièreté. Ce qu'on constate, nous, on est horrifiés évidemment par la situation humanitaire de Gaza, mais aussi par la réduction de l'espace humanitaire en Cisjordanie, par la réduction de l'espace des droits humains en Palestine. On a tous été
été horrifiés par cette loi qui vient d'être adoptée par la Knesset sur la peine de mort contre les Palestiniens. Donc la situation, elle continue de s'engouffrer dans l'enfer infernal. Je ne saurais pas dire autre chose. Et avec une augmentation exponentielle et drastique de la violence coloniale en Cisjordanie. À fin mars, on avait déjà atteint 95% des déplacements enregistrés en 2025 sur la Cisjordanie. On avait déjà dépassé le nombre de personnes tuées par les colons en Cisjordanie de 2025, donc en 3 mois. Donc on voit bien les intentions d'annexion totale du territoire palestinien. Avec une impunité totale ? Une impunité totale et une réaction extrêmement faible de la communauté internationale. Et donc une politique... Pourquoi là encore ? Vous l'expliquez ? Non, vraiment, en tout cas, avec ma casquette d'humanitaire, j'ai du mal à me l'expliquer. Ce que moi j'ai envie de dire, c'est que le droit international humanitaire, il contraint normalement les parties au conflit, et notamment dans le cas présent Israël. Et le droit de l'occupation aussi contraint Israël à laisser entrer l'aide humanitaire, à faciliter l'aide humanitaire, à être d'accord avec l'aide humanitaire. Aujourd'hui, c'est pas le cas. Donc, à part une entreprise génocidaire et une annexion totale, je ne vois pas quel est le plan politique. La réaction générale, elle est révoltante. Le silence des Européens est assourdissant. Vous les interpellez. Je sais que parfois, il y a une forme de réserve, de volonté de neutralité de la part des humanitaires, mais à situation exceptionnelle à laquelle on assiste aujourd'hui, vous les interpellez ? Oui, on interpelle tous les pouvoirs publics, toutes les personnes qui ont les États qui ont une marge de manœuvre dans la négociation avec les autorités israéliennes de faire pression. Faire pression ou annoncer des sanctions ? Parce que certains préconisent. Ça va, à mon avis, ça va de pair. Mais en tout cas, ce qu'on a constaté et ce qu'on a crié sur l'ensemble des plateaux, des journaux depuis 2 ans et demi sur Gaza, c'est ce qu'on laisse faire à Gaza, on va le laisser faire partout. Et on le voit très très bien au Liban. Et vous intervenez d'ailleurs. On intervient au Liban, on intervient du coup en Palestine. Et ce qu'on constate, ce sont les mêmes modus operandi de la part de l'armée israélienne. C'est la destruction des infrastructures civiles. C'est la destruction notamment des infrastructures hospitalières et des centres de santé, mais aussi des ambulanciers, l'attaque contre la destruction des ponts, des sites de déplacés. C'est entièrement contraire au droit international humanitaire, mais on l'a laissé faire à Gaza. Donc l'impunité à Gaza, elle donne la carte blanche pour faire la même chose au Liban, et puis demain, où voilà. Et c'est pourtant documenté. C'est documenté, je pense, on n'a jamais été autant documenté sur un génocide en 4 cas, et puis avec des voix. Encore la nôtre, on peut encore nous entendre parce qu'on est encore là. Et parce qu'on est une ONG internationale, on n'écoute pas vraiment la voix des Palestiniens et des Palestiniennes, très peu. On assassine les journalistes. On assassine les humanitaires. Et on interdit aux journalistes étrangers d'entrer à Gaza. On interdit les journalistes étrangers d'entrer à Gaza, malgré le cessez-le-feu. Je mets bien les guillemets parce que je pense qu'on n'a pas du tout la même définition de ce mot. Et du coup, vous faites toujours confiance à la justice internationale. Est-ce que vous y croyez encore aujourd'hui ? Alors, non seulement je veux continuer d'y croire parce que sinon je n'aurai plus la force de me lever le matin, mais je pense que si nous ne défendons pas le droit international humanitaire et la justice internationale et la justice sociale, qui va le faire ? Si les humanitaires, les derniers témoins de ce qui est en train de se jouer, ne continuent pas de défendre ces espaces-là, dans ce cas-là, on peut tous s'arrêter, quoi. Vous dites que vous êtes les derniers témoins, justement. Il y a eu un ultimatum de la part de l'État hébreu vous demandant, vous, humanitaires, de quitter le territoire si vous n'acceptiez pas de donner certaines informations concernant les Palestiniens qui travaillent à vos côtés. Qu'est-ce qu'il en est, vous, concernant vos premières urgences ? Vous êtes toujours dans les territoires palestiniens ? On est toujours dans les territoires, puisqu'on est enregistré auprès de l'autorité palestinienne. Donc, on est légalement autorisé à travailler sur le territoire occupé palestinien. Par contre, on fait partie du groupe des 19 organisations qui ont décidé de porter une action collective devant la Cour suprême israélienne pour contester cette décision. Et nous sommes dans, du coup, l'attente du verdict, même si nous savons déjà qu'ils vont trancher en faveur du gouvernement israélien et de la décision du gouvernement israélien. Mais il est important aussi pour moi de continuer à se battre parce qu'il faut que tout ça soit, comme vous l'avez dit, c'est prouvé. Enfin, tout ça, c'est documenté, c'est écrit. Et l'histoire jugera.
Et j'espère qu'on a aussi ce devoir de témoignage dans une optique de mémoire, dans une optique de justice, et pas seulement, je pense dans ce cas particulier, pas seulement pour servir la population, mais aussi préserver l'héritage palestinien et le droit des Palestiniens. Merci beaucoup, Elsa Softic. Merci d'être passée par le plateau de France 24, d'avoir répondu à nos questions et ces témoignages. Merci. À vous.